Merci Monsieur le Président, mes chers collègues rapporteurs, chers collègues. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce rapport dédié aux discriminations LGBT qui, je n'ai pas peur de le dire, a une portée quasi historique. Historique car nous participons par la parole officielle que nous portons à briser la loi du silence, à mettre des mots sur une réalité méconnue, enfouie et parfois occultée par les uns et par les autres dans les territoires et qui pourtant existe bel et bien. En témoigne la litanie des faits divers, des agressions, des insultes et des discriminations que l'on pourrait égrener à l'envi et sur laquelle ce rapport revient. La haine LGBT dans les Outre-mer semble ainsi plus marquée que dans le reste du territoire national. Lorsque nous avons commencé les travaux de ce rapport, la première réponse que nous avons obtenue, y compris de la part des services de l'État, c'était « circuler, il n'y a rien à voir, le sujet est tabou, il n'y a pas de problème notable, les sociétés ultramarines sont très tolérantes, les pratiques sexuelles sont libres, à partir du moment où on ne s'affiche pas ». Ce tabou rend bien entendu l'évaluation de la situation des populations LGBT en Outre-mer extrêmement difficile, dans la mesure où il existe peu de statistiques officielles, c'est vrai, qui nous permettraient de rendre compte précisément des phénomènes que l'on observe Anne Baffey sous la feuille. Mais dans le même temps, ce tabou se mue très vite en un élément de langage commode qu'il faudrait prendre pour argent comptant et qui veut qu'il n'y a pas de données disponibles sur ce sujet et qui trahit en réalité un manque d'ambition de la part de l'État d'une part et des pouvoirs publics locaux dans la lutte contre les discriminations et les violences que subissent les populations LGBT ultramarines au quotidien. Dans ce contexte, nous avons dû nous confronter aux réalités du terrain, comme le disait le président Servat, en organisant une mission exploratoire en Guadeloupe, afin de nous immerger dans l'environnement culturel des Petites Antilles et d'interroger les acteurs sur place pour que la parole puisse enfin se libérer. Nous y avons rencontré tous les acteurs susceptibles d'être confrontés aux violences et aux discriminations à l'égard des populations LGBT, la préfecture qui répertorie les cas d'agression, la police, la gendarmerie, les urgences des hôpitaux, les acteurs en charge de la lutte contre les discriminations, des enseignants et évidemment les premiers concernés qui, pour la plupart, n'ont accepté de témoigner que sous couvert d'anonymat. C'est le signe d'un malaise social latent au sujet de ces questions pourtant essentielles, qui sont pouvoir vivre en étant qui l'on est et aimer qui on souhaite aimer. Nous avons poursuivi nos travaux en auditionnant les principaux acteurs associatifs LGBT présents sur la plupart des territoires, comme NC Diversité, qui exerce depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des chercheurs spécialisés dans les thématiques de sexualité et de genre, parmi lesquels on peut citer Philippe Lacombe ou Nadia Chonville, évidemment dans le but de documenter, mais aussi de référencer à la fois de manière empirique et scientifique les constats cruels que nous formulons aujourd'hui dans ce rapport. Nous avions une autre ambition, celle de retranscrire dans un contexte où le silence de tout un chacun est assourdissant, la voix de celles et de ceux qu'on étouffe, qu'on opprime, qu'on violente pour ce qu'ils sont, de celles et ceux qui ne peuvent choisir la voie de l'émancipation qu'au prix de l'exil ou du sang, parce que certains refusent de reconnaître en eux l'égale part d'humanité. C'est pour cette raison que vous trouverez dans le rapport de nombreuses citations, des verbatims, des transpositions fidèles de paroles, de témoignages qui racontent la vie des populations LGBT ultramarines. Mais nous avons également choisi de reproduire les paroles brutales qui s'élèvent et qui ont droit de citer presque partout et qui participent de ce climat d'oppression ambiant. La parole officielle, parfois, les paroles musicales, souvent, avec l'influence de la murder music, et les paroles quotidiennes, toujours à coups de makoumé, PTA, sarambavi ou de PD. Enfin, celles qui voudraient s'appuyer sur des arguments religieux ou sur des arguments culturels pour nier la réalité de l'altérité sexuelle ou la complexité de genre qui existe partout, y compris en Outre-mer. Ces deux paroles, celle des opprimés et celle des agresseurs, cohabitent dans ce rapport pour se faire l'écho d'une réalité qui commence toujours par les mots, par l'insulte, par un message de haine, pour ensuite se muer en harcèlement, en discrimination, en agression et parfois en meurtre, soumis à l'injonction du silence. Il faut noter en revanche que notre rapport ne permet pas de faire un compte-rendu exhaustif de la situation des personnes LGBT de manière uniforme. La situation des lesbiennes, par exemple, pour des raisons culturelles, est très fortement invisibilisée. De même, au-delà des catégories de genre alternatives institutionnalisées à l'image des Rérés ou des Maous de Polynésie, des Fakafafines wallisiennes de Nouvelle-Calédonie ou des Sarambavis de Mayotte, qui sont des spécificités culturelles de chaque territoire, il a été très difficile d'établir un état des lieux précis de la situation des personnes transidentitaires en Outre-mer qui pourrait sortir du cadre établi.
Enfin, du fait du tabou de l'homosexualité et du poids de l'organisation familiale, il est également impossible d'avoir une vision fine de la condition des populations bisexuelles, car l'homosexualité se vit souvent par défaut sous la forme d'une bisexualité subie. Avant de laisser mes collègues revenir sur les facteurs culturels qui expliquent l'aggravation de la situation des populations LGBT en Outre-mer, je voudrais tout particulièrement saluer le travail de nos collaborateurs respectifs, des collaborateurs du président Servat qui ont préparé ce travail extrêmement important à la Guadeloupe, et puis mes collaborateurs Thomas Norbert et Maëva Tarquin, qui ont fait un excellent travail de synthèse et de compilation des données qui, malgré tout, existent, mais qui sont souvent très difficiles à trouver. Je cède la parole à ma collègue Laurence Vanson-Brock-Mialon. Sur la question du président Servat sur la relative invisibilisation ou invisibilité des femmes lesbiennes, en fait, c'est un phénomène qu'on observe aussi dans l'Hexagone, qui se trouve amplifié dans les territoires ultramarins et qui relève sans doute de plusieurs états de fait. Le premier, c'est qu'effectivement, l'homosexualité féminine, dans l'imaginaire collectif, peut être teintée d'un certain romantisme ou d'une certaine connotation dans l'esprit de l'homme, qui fait qu'elle apparaît moins problématique que l'homosexualité masculine, qui renvoie à toute cette activité sexuelle autour de la reproduction qu'on détaille assez précisément dans le rapport. Donc ça, c'est sans doute un premier aspect. Et puis l'autre aspect, c'est que sans doute l'insularité, les réseaux d'interconnaissance font que les femmes lesbiennes ont tendance à se cacher davantage, ou en tout cas à revendiquer moins que les quelques homosexuels hommes qui revendiqueraient une visibilité plus importante. Donc il y a une conjonction de faits qui, encore une fois, n'est pas fondamentalement différente de ce qu'on peut observer dans l'Hexagone, mais qui se trouve amplifiée par l'insularité. Et puis, je répondrai peut-être à la question de Madame Manin sur le nombre de mariages. On vous en donne le détail dans l'introduction du rapport. Donc, on voit que c'est extrêmement peu de mariages, qu'il y a une vraie... Enfin, si on se rapporte au taux de mariage par rapport à la population générale ultramarine et hexagone, on voit qu'on est largement en dessous dans les territoires ultramarins pour les mêmes raisons, qui sont des raisons de difficulté à s'afficher et de cette loi du silence qui prévaut. Et puis à noter aussi que c'est des statistiques qui, quand on parlait de l'absence de statistiques et de la difficulté d'accéder aux chiffres, pour obtenir ces chiffres-là, qui sont quand même des chiffres de l'état civil, donc qui relèvent des services de l'État, ça a pour certains territoires été extrêmement compliqué d'obtenir des réponses tout simplement sur le nombre de mariages ou le nombre de PACS qui avaient pu être conclus entre des couples de même sexe. Nous avons effectivement rencontré les services du rectorat, le recteur de la Guadeloupe, ces services d'ASEN, et puis un certain nombre d'établissements. Et ce qui est extrêmement intéressant, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, il y a une sensibilité du rectorat au sujet. Encore faut-il que le rectorat dispose des bons outils. Et que la spécificité des cultures ultramarines, c'est qu'effectivement, on a besoin sans doute d'adapter des outils qui sont faits pour un discours national porté par le ministère, qui s'adresse plus directement aux hexagonaux, on va dire, pour faire court, et donc on a besoin d'être en capacité de décliner les outils pour les territoires ultramarins en tenant compte justement de cet environnement spécifique local qui fait que c'est évidemment beaucoup moins facile de parler de sexualité tout court et d'homosexualité a fortiori dans les territoires ultramarins. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, deuxième élément, c'est que dans les rencontres qu'on a pu faire à la fois dans les collèges et dans les lycées, on a vu que se mettaient en place des programmes extrêmement intéressants qui sont portés, sinon par les enseignants, au moins par les équipes éducatives, donc qui peuvent être autour du système documentaliste, etc. Avec deux exemples, un programme sur la médiation non violente qu'on a vu dans un collège qui se met en place et qui fonctionne très bien et qui est là de façon à faire en sorte que les élèves ou des élèves volontaires viennent eux-mêmes lutter contre les potentielles situations de discrimination. Alors toutes les discriminations, toutes les violences, y compris les discriminations ou les violences LGBT-phobes. C'était un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un groupe d'élèves du lycée de Basse-Terre qui a fait un travail extrêmement intéressant dans le cadre d'un TPE
sur la musique et sur les paroles de chansons qui sont des paroles clairement homophobes et qui appellent à la violence vis-à-vis des populations LGBT. Et donc là, on sent que, alors même si on ne peut pas dire, pas parler d'un phénomène général qui montrerait que la nouvelle génération est prête à basculer dans une ouverture plus importante vis-à-vis des questions LGBT, en tout cas une sensibilité qui part des jeunes eux-mêmes et qui était extrêmement intéressante. Juste pour compléter un peu la réponse de Laurence. Alors effectivement, tout ce qu'elle dit, c'était difficile d'établir un contact. Cela étant, il existe des associations chrétiennes ou catholiques qui accompagnent les personnes homosexuelles et également les personnes porteuses du VIH. Donc ça existe, il y a une position d'une part de l'Église catholique dans l'accompagnement des personnes. Et puis dans le rapport, nous nous sommes malgré tout appuyés sur un certain nombre de déclarations ou de publications officielles qui avaient pu être faites par tel ou tel représentant de l'Église. Alors on n'a pas l'exhaustivité sur l'ensemble des territoires, mais ça permet quand même d'avoir cette dimension-là, enfin de ne pas passer à côté de cette dimension-là et de tout le poids que ça peut avoir sur le sujet. Alors souvent, mais encore une fois, il faudrait pas tomber dans l'excès d'en faire une règle générale. Mais souvent, effectivement, il y a eu un certain nombre de propos qui ont pu être tenus, notamment au moment du débat sur le mariage pour tous, qui a quand même été un peu un point de climax du débat sur le sujet, et qui de fait étaient des propos un peu outranciers, mais qui du coup viennent nourrir cette représentation qu'on peut avoir des questions LGBT, voilà. Hein. Donc encore une fois, c'est pas une règle générale parce que vous avez chrétiens et SIDA qui s'occupent des personnes séropositives, homosexuelles ou non d'ailleurs, mais enfin qui ont cette ouverture-là. Hein. Donc l'utilisation qu'on a fait de ces propos, c'était pour montrer qu'effectivement, à tous les niveaux de la société publique, laïque ou religieuse, on va trouver des prises de position qui viennent nourrir cette représentation négative de la question LGBT. Alors sur des bases déclaratives, donc, et c'est une des difficultés qu'on a pour observer le sujet et comparer dans les territoires ultramarins, c'est que un des grands enseignements de ce rapport, c'est que on ne va pas porter plainte, on ne signale pas l'agression. Donc SOS Homophobie, pour nourrir son analyse annuelle, utilise beaucoup ces lignes d'écoute, puisqu'ils ont une ligne d'écoute qui reçoit et ce qui leur permet d'avoir une vision beaucoup plus juste, d'où tout l'intérêt de ce que décrivait Olivier il y a quelques instants, de créer des lignes d'écoute spécifiques pour les territoires ultramarins. Ce qui permettrait d'avoir une meilleure visibilité du nombre d'actes homophobes. C'est ça. Ça veut peut-être dire donc, que les actes n'ont pas augmenté en soi, mais que peut-être les gens parlent mieux, trouver des oreilles pour exprimer ce malaise et les agressions dont ils sont victimes. Pour les territoires ultramarins, c'est très clair, c'est que ça ne traduirait pas, enfin, si la ligne arrive à se mettre en place rapidement, ça ne traduira pas forcément une augmentation, mais simplement ce sera un des signes de libération de la parole. Pour le territoire hexagonal, c'est un peu différent parce que ces statistiques existent maintenant depuis plusieurs années et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, l'agitation autour du débat sur le mariage pour tous a libéré la parole homophobe. Et donc les actes homophobes, puisqu'on le voit, et je crois que c'est ce qu'on essaie de décrire là, c'est qu'on commence toujours par le niveau 0 qui est l'insulte, et puis ensuite on s'enfonce jusqu'à aller à des violences qui peuvent être extrêmes. Voilà. Et qui là encore n'est pas propre aux Outre-mer, mais